Des centaines de vols annulés, le versement des aides alimentaires gelées, les conséquences du plus long shutdown de l'histoire américaine se sont fait sentir aux États-Unis. Après 40 jours de paralysie, démocrates et républicains viennent de trouver un accord dimanche pour tenter de débloquer le pays bloqué depuis le 1er octobre. Des centaines de milliers de fonctionnaires n'ont pas été payés, des pans entiers de l'administration tournent au ralenti. Qu'attendre de cet accord? Pourquoi le shutdown a-t-il duré aussi longtemps? Bonjour Corentin Célin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Culture. Vous êtes spécialiste des États-Unis, professeur d'histoire en classe préparatoire au lycée Carnot à Dijon et chroniqueur pour le magazine Les Jours. Que pouvez-vous nous dire, puisque c'est vraiment l'actualité brûlante, ça s'est passé hier dimanche 9 novembre au Sénat, de cet accord trouvé pour vraisemblablement faire un pas vers la sortie du shutdown le plus long de l'histoire des États-Unis? Alors déjà, comme vous le précisez, bien pour l'instant, le shutdown dure encore parce que c'est un premier accord préliminaire qui doit être confirmé par un second vote au Sénat ce lundi et ensuite qui doit être voté par la Chambre, sûrement mercredi, et qui doit être enfin signé par le président Trump. Donc il y a encore pas mal d'obstacles, hein. C'est pas encore tout à fait terminé, mais évidemment, c'est un pas très important puisque ça brise ce qu'on appelle le filibuster, c'est-à-dire la minorité de blocage par laquelle les démocrates jusqu'ici empêcher le financement budgétaire parce qu'ils voulaient obliger les républicains à négocier. Ce qui s'est passé tout simplement cette nuit, c'est que les plus modérés du groupe démocrate, c'est-à-dire vraiment ceux qui viennent d'États où leur élection est très juste, Nevada, New Hampshire, ont négocié avec le leadership républicain du Sénat pour arriver à cet accord. Donc c'est un accord qui est un petit peu surprenant et qui provoque, on l'a vu cette nuit, beaucoup de contestations chez les démocrates, puisque les démocrates avaient commencé cette paralysie budgétaire, je l'ai dit, pour obtenir que soient renouvelées les subventions pour les personnes les plus modestes, pour accéder à l'assurance santé. Et dans cet accord, ils obtiennent un éventuel vote pour le renouvellement de ces subventions pour l'assurance santé, mais ils n'obtiennent pas la garantie que ces subventions vont être renouvelées. Et donc, chez les démocrates, on voit une césure en quelque sorte entre les quelques sénateurs modérés qui ont fait un deal, qui ont négocié, et les autres qui sont beaucoup plus déçus par ce premier accord. Qu'est-ce qu'un shutdown ? Alors le shutdown, il faut le rappeler, c'est la paralysie budgétaire, c'est-à-dire que le Congrès ne parvient pas à voter le financement de l'État. Donc ce qu'on a vu depuis plus d'un mois maintenant, c'est que dans un premier temps, toutes les fonctions qui sont considérées comme non vitales, alors on peut en discuter, hein, mais les musées, les parcs nationaux ne fonctionnent plus, ne sont plus ouverts. Par ailleurs, beaucoup de fonctionnaires travaillent sans être payés, ce qui évidemment, plus on avance dans le temps, plus ça endommage les services publics, et on l'a vu ce week-end avec les premières grandes annulations de vols aériens, puisque les contrôleurs aériens, donc qui sont des employés fédéraux, fonctionnaient vraiment en effectif dégradé, et bon, là, ils ne pouvaient plus assumer tous les vols. Et c'est sans doute ça qui a poussé à l'accord aussi, puisqu'on approche de la grande fête de Thanksgiving à la fin novembre, fête où les familles se réunissent, et beaucoup de sénateurs ont dit « Moi, je ne veux pas être celui qui empêchera les familles américaines de se retrouver à Thanksgiving par les vols aériens ». Donc ça a aussi été une incitation à faire un deal. Je traduis Donald Trump. Nous sommes en plein milieu d'un désastreux arrêt des activités gouvernementales provoqué par les démocrates. Et c'est bien eux qui en sont responsables. Mais je ne pense pas qu'ils en assument vraiment la responsabilité comme ils le devraient. Il s'agit désormais officiellement du plus long arrêt des activités gouvernementales de l'histoire des États-Unis. Les démocrates radicaux du Sénat n'ont montré aucun intérêt pour la reprise des activités gouvernementales. Je pense que ce sont des pilotes kamikazes. Je viens de rentrer du Japon, j'ai parlé des pilotes kamikazes. Je pense que ces types sont des kamikazes. Ils détruiront le pays s'ils le doivent. Il est temps que les républicains fassent ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire mettre fin à l'obstruction systématique. C'est la seule façon d'y parvenir. Si vous n'y mettez pas fin, vous serez dans une mauvaise posture. Nous ne ferons passer aucune loi. Aucune loi ne sera votée pendant 3 ans et 3 mois. On vient d'entendre donc Donald Trump contre le filibuster. J'aimerais beaucoup, Corentin Célin, que vous nous expliquiez ce concept politique américain. Il traitait donc les démocrates de kamikazes. C'était le 5 novembre dernier à Washington.
Alors, concernant le filibuster, c'est simplement le fait de le Sénat, dans ses règles, accorde à la minorité, au parti minoritaire, le droit de pouvoir bloquer le vote d'une loi. Et puisqu'il faut une majorité qualifiée pour clôturer le débat autour d'une loi et passer au vote. Et cette majorité qualifiée, au lieu d'être la majorité simple, qui serait de 50, on a 100 sénateurs, donc 50 plus une voix, cette majorité qualifiée, elle est de 60 sénateurs. Et donc, ça nécessite, puisqu'il est très rare qu'un parti ait une majorité de plus de 60 sénateurs à lui tout seul, ça nécessite de trouver des compromis. Ça nécessite de discuter et de négocier. Et c'est pour ça que ce filibuster est chéri par les sénateurs, parce que c'est le symbole de cette chambre haute où on pratique le compromis, on recherche vraiment des passerelles. Sauf qu'évidemment, pour Trump, et c'était vraiment son sujet principal depuis un mois, ça n'a pas lieu d'être. Trump, il considère qu'il a une majorité républicaine au Sénat, 53-47, et pour lui, tout ça, c'est un vestige du passé. Et c'est pour ça que d'ailleurs, depuis une semaine, il essayait d'inciter les républicains du Sénat, les sénateurs républicains, à supprimer cette règle du filibuster pour repasser à la majorité simple. Mais justement, c'est ce qui a incité aussi sans doute les chefs républicains du Sénat, en particulier le chef de la majorité, John Thune, à négocier avec les modérés démocrates, parce que même les sénateurs républicains ne veulent pas supprimer cette règle du filibuster, parce qu'ils disent toujours, oui, mais si demain les démocrates reprennent le pouvoir et qu'on a supprimé cette règle du filibuster, ça voudra dire que les démocrates, ils pourront tout faire passer à la majorité simple. Alors revenons, si vous le voulez bien, Corentin Célin, sur ces 40 jours qui viennent de s'écouler aux États-Unis. Vous nous avez parlé des contrôleurs aériens qui n'étaient plus payés et donc qui refusaient d'aller travailler. Je crois qu'il manquait 2000 postes ce week-end. On a aussi vu, j'aimerais bien qu'on en dise un mot, ces longues files d'attente dans les banques alimentaires, ce qu'on appelle le SNAP, le Supplemental Nutrition Assistance Program, qui vraisemblablement concerne plus de 40 millions d'Américains. Vous pouvez nous en dire un mot? Bien sûr, c'était vraiment devenu un des enjeux primordiaux de ce shutdown. Pourquoi ? Parce que depuis les années 1960, donc l'État fédéral finance ce qu'on appelle les bons alimentaires, qui sont versés vraiment aux populations qui vivent au-dessus à peine du seuil de pauvreté ou en dessous du seuil de pauvreté, et qui est un complément de revenus essentiel pour accéder à l'alimentation et même à la subsistance de base. Donc 41,7 millions d'Américains en bénéficient. C'est de l'argent fédéral, mais qui est distribué par les États. Donc, ce qui s'est passé là, c'est que Trump a voulu jouer vraiment le défi absolu. Il a dit, puisque selon lui, les démocrates ont provoqué le shutdown, nous ne verserons plus ces bons alimentaires. C'est allé en justice. 2 juges fédéraux ont ordonné à l'administration Trump de procéder au versement. L'administration Trump a essayé de contourner ces jugements. La Cour suprême lui a donné provisoirement raison. Donc, en tout cas, sur cette thématique, c'était plutôt quelque chose de gagnant politiquement pour les démocrates, parce qu'ils pouvaient dire, regardez l'insensibilité du président Trump et de son administration aux besoins des plus pauvres. Et c'est pour ça que cette nuit, j'y reviens, beaucoup d'élus démocrates sont quand même un peu surpris de cet accord préliminaire, parce qu'ils disent, nous n'avons pas, donc on l'a dit, nous n'avons pas obtenu ce que nous voulions sur les subventions pour l'assurance santé, et deuxièmement, nous étions en train de démontrer l'insensibilité sociale aussi de cette administration Trump. Est-ce que les victoires démocrates qu'on a vues la semaine dernière, notamment à New York, bien sûr, mais aux États-Unis en général, viennent aussi peut-être de ce shutdown? Qui en a tiré les marrons du feu, si je peux préciser ma question? Alors, absolument. Donc, les sondages, très régulièrement, depuis la mi-octobre, montrent qu'une légère majorité d'Américains rendait davantage les républicains responsables du shutdown. Et en particulier, on voyait monter dans les sondages ce que je notais auparavant, c'est-à-dire que cette administration Trump, quoique populiste, montrait une grande insensibilité pour les plus pauvres et les plus modestes. Ça a joué énormément dans les scrutins de mardi dernier, et Donald Trump a été le premier à le reconnaître. Première analyse de Donald Trump, il y avait ce shutdown, et d'ailleurs c'est pour ça que dès après l'élection, il a dit maintenant il faut négocier, il faut trouver un accord, et pourquoi pas supprimer le filibuster comme je le disais. Donc oui, ça a joué un grand rôle, et c'est encore une fois, je suis désolé d'insister là-dessus, mais c'est pour ça que beaucoup de démocrates, d'élus démocrates, y compris au Sénat, sont un petit peu furieux là ce matin de cet accord, parce qu'ils disent mais en fait on avait la main politiquement là,
on avait un peu pris le dessus. Et pourquoi signer cet accord où finalement on n'est pas si gagnant que ça? Vous voulez dire qu'ils sont en train presque d'accepter par cet accord une sorte de détricotage de l'Obamacare? C'est en tout cas le risque qu'ils prennent, puisque en fait, je vous dis donc dans cet accord, il y a la promesse qu'un vote sera tenu, qu'il y aura un débat et un vote sur ces subventions d'accès pour les plus modestes aux assurances santé Obamacare. Mais le problème, c'est que c'est une promesse qui n'engage que ceux qui les écoutent, puisque le patron, par exemple, républicain de la Chambre, a déjà dit que lui, ça ne l'engageait pas et que lui ne voulait pas tenir de vote sur le maintien de ces subventions. Donc on voit que, effectivement, certains démocrates peuvent être méfiants. Il y a souvent des shutdowns aux États-Unis, Corentin Célin? Alors oui, on en voit, ça se renouvelle régulièrement, mais celui-ci a surpris pour au moins 2 choses. Premièrement, évidemment, sa durée, incroyable, plus d'un mois, on n'avait jamais vu ça. Et surtout, ce qui a vraiment surpris cette fois-ci, c'est que lors des précédents shutdowns, comme en 2018-2019, il y avait quand même eu l'idée, c'était important, ça faisait la une des journaux, on se disait quand même la paralysie budgétaire, c'est quelque chose de sérieux. Et là, c'est un peu rentré dans les mœurs. Voilà, ça faisait un peu la une de l'actualité, mais pas plus que ça. Et c'est quand même, et ça montre surtout le niveau de communication entre les deux parties qui se dégrade, l'incapacité d'aller à un compromis, et le renouvellement, la répétition plus fréquente de ces shutdowns montre aussi comment des partis polarisés négocient de moins en moins, et il y a de moins en moins un espace de compromis, même au Sénat. Comment s'était terminé le shutdown, le précédent shutdown sous le premier mandat de Donald Trump? Alors précisément, justement, c'est peut-être ça aussi qui a poussé de nouveau qui a relancé le conflit ici. C'est que les précédents shutdowns, donc celui partiel celui du printemps dernier et celui de 2018-19, les démocrates avaient estimé avoir été un petit peu parfois floués, et donc ça les poussait justement à cette fois-ci être plus jusqu'au-boutiste et à essayer vraiment d'obtenir des engagements fermes. Et dans l'accord de ce matin, préliminaire, il n'y a peut-être pas ces engagements fermes, justement. Merci infiniment, Corentin Célin, spécialiste des États-Unis, professeur d'histoire en classe préparatoire au lycée Carnot à Dijon, chroniqueur pour les jours, d'être venu ce matin sur France Culture pour les enjeux internationaux.